Donc bonjour, je m'appelle Philippe Bichon, donc je viens de Pau. C'est pas la première fois que je viens ici, ça fait un petit moment que je suis pas venu. Je fais donc des carnets, j'aime bien dire des carnets de route bruts de voyage, plutôt que des carnets de voyage, parce que quand on dit carnet de voyage, on imagine des dessins et peu de texte en fait. Alors que moi, quand on regarde mes livres, vous voyez, il y a beaucoup de textes, tout simplement parce que c'est la reproduction la plus fidèle possible de mes carnets que l'on publie avec ma compagne. Au début, c'était pas du tout prévu. Je faisais ça égoïstement pour moi. Mon journal, voilà, mon compagnon de route. Où le soir, j'aime bien prendre un moment, de plus en plus de temps, et donc je dors de moins en moins, où je raconte tout ce qui s'est passé dans la journée. Et dans la journée, je dessine, pas que, parce que je rencontre les gens. Et je me suis rendu compte dès la première fois que je faisais ça, que j'ai fait ça il y a 22 ans maintenant, ça me faisait tout simplement changer la façon de voyager, parce que quand on dessine, on se pose, ça prend du temps, et c'est pas comme quand on fait une photo. Voilà. Donc le dessin est très souvent un prétexte pour me poser, m'imprégner d'une scène, d'un lieu. Et là, par exemple, vous voyez cette scène-là en Éthiopie, le prêtre qui apprend la Bible aux enfants. Ici, c'est pareil. Hein. Donc ça, c'est l'original, puis ça, c'est la reproduction. Et l'idée, donc, c'est, voilà, vous voyez, je dessine cette scène-là, directement, la couleur aussi. Le prêtre aimant bien le dessin, après je lui ai montré. Il m'a invité chez lui, dans la famille. Donc j'ai mangé avec lui, avec les mains, dans le même plat, tout ça. Donc c'est ici. Et après il me montre sa Bible, tout fier. 800 ans, tout en parchemin. Ah oui. Transmis de père en fils dans la famille. Donc j'ai demandé si je pouvais le dessiner. Alors de lui-même, il est allé chercher son costume traditionnel. Parce que c'est un grand prêtre. Et donc je l'ai dessiné, là on me voit en train de dessiner. Et finalement, j'ai pu dessiner les autres membres de la famille parce que le lendemain, je suis revenu à un nouveau invité à manger. On est quand même en Éthiopie. Donc ça casse les clichés, j'aime bien ça. Et au final, j'ai quitté mon hôtel et je me suis finalement installé chez eux, par terre comme ça. Parmi les puces, ça, c'était pas prévu, mais c'était le prix à payer pour vivre voilà, cette expérience quelques jours auprès de cette famille. Quoi. Et donc après, je raconte tout ça. On fait vraiment quasiment la copie conforme, tout le texte. J'aime bien quand je rencontre des gens comme ça. Donc là, par exemple, c'est un garçon. Quand je dessinais, pareil, il est passé et il me voyait dessiner. Alors, c'est universel le dessin, c'est ça qui est intéressant. Tout le monde comprend, quel que soit le niveau d'études. Et là, il me dit « Ah, vous êtes en train de dessiner ma maison, j'habite cette maison-là. » Et je lui dis bah, « Vas-y, mets-moi un mot. » Donc il m'a écrit cette espèce de gribouillis qui est du tibétain. Et du coup, voilà. Alors il y a la traduction après à la fin. Puisqu'on l'a publié, vous avez ici toutes les traductions. Ça peut être aussi des voyageurs, là si on voit un peu plus avant, cette page-là par exemple, ça c'est quelqu'un qui m'a fait mon portrait et qui a écrit ici en ourdou, parce que là on est au nord de l'Inde. Et eux, comme ils étaient musulmans, ils écrivaient en ourdou, donc c'est-à-dire quasiment de l'indien, si vous voulez, de l'hindi, écrit avec les caractères arabes. Et ici, je sais qu'on a des témoignages de voyageurs. Donc là, j'ai pris le temps pour me poser dans un monastère. Je fais la couleur aussi sur place. Ça prend du temps, mais c'est jamais un problème parce que même plus ça prend de temps et plus ça me fait profiter de. Donc c'est pas. Faut accepter de voir moins de choses, mais au moins on n'est pas toujours à courir. Vous avez le temps de contempler. Quand on voyage, on veut tout voir. Du coup, on voit rien parce qu'on profite même pas du lieu où on est. On se dit merde, il faut vite que je me dépêche parce que je vais rater là-bas. Et au final, on voit un petit peu de chaque. Alors que là, voilà, je me pose, ça prend presque 2 heures. Il y a des touristes qui viennent, qui discutent. Ça, c'est des compagnons de bus. Donc un japonais, une israélienne, donc c'est l'hébreu ça, une argentine, un français là, qui écrit. Voilà. Donc en fait, je fais sans brouillon et sans filet, j'arrache pas de page. Je fais même la reliure après. Oui, oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir fait le voyage, sinon ce serait peut-être moins. Mais c'est aussi des invitations. Parce que tous mes carnets donnent envie de partir. C'est des invitations au voyage. C'est vraiment des invitations à partir là-bas. Je dis au départ que c'est pas un guide, voilà. Et pourtant, il y a des gens qui le prennent comme un guide, qui aiment partir avec. Et des fois, on m'envoie des photos avec, par exemple, ici en Iran, des Iraniennes en train de lire mon livre. Ça, c'est fantastique pour moi. Et j'ai encouragé pas mal de voyages, pas mal de gens à aller en Iran. Parce que pas forcément une destination. voilà, à partir de l'Iran, j'ai l'impression vraiment de faire quelque chose d'utile et de casser les clichés, les idées reçues qu'on a sur ces pays.
L'Éthiopie, c'est exactement pareil. Quand on dit Éthiopie, on imagine le désert, la famine. Quand on voit ça, on n'est pas vraiment dans le désert, quoi. Bah oui, c'est complètement vert. Le désert, l'Éthiopie, c'est la capitale, Addis Abeba, c'est à 2500 mètres, c'est un peu la Suisse, quoi. C'est vert. Et les trois quarts du pays, tu as plus de 2000 mètres. C'est incroyable. Donc ça, c'est intéressant de casser tous ces clichés. Et l'Iran, n'en parlons pas. L'Iran, C'est pas un pays qu'on croirait hospitalier. et pourtant, il n'y a pas de pays plus hospitalier. Là, vous avez justement déclenché le mot. Il y a toujours 3 mots en fait qui revenaient. C'est pour ça que je suis allé en Iran. C'est raffiné, cultivé et hospitalier. Et tous les voyageurs qui sont allés en Iran, ils ne diront pas autre chose. Je pense qu'il n'y a pas de pays qui arrive à la cheville de l'Iran pour l'hospitalité. Moi, j'ai eu énormément de mal à dépenser mon argent. C'était en 2008. Maintenant, ça change parce que les prix ont augmenté. Il y a de plus en plus de tourisme. Le gouvernement encourage. Donc c'est même dur de trouver un hôtel si on y va en saison. Moi j'étais allé hors saison, c'était pendant l'été, il faisait une chaleur à crever. Mais déjà il n'y avait pas trop de monde en 2008. Et les gens n'étaient pas habitués trop. Et dans la rue, c'était toujours des sourires, des Welcome to Iran et des invitations. Et même dans le souk, les marchands de tapis, ils ne vous emmerdent pas comme au Maroc. Voilà. Je dis de suite, non, mais je veux bien regarder, mais je n'ai pas l'intention d'acheter. Et à aucun moment, il m'a redemandé d'acheter son truc, quoi. Et ça, c'est incroyable. Et on pose une question dans la rue, et on se retrouve invité dans la famille à l'heure du repas, et ça dure des heures et des heures. C'est étonnant, j'ai eu beaucoup de mal, même dans un hôtel, j'ai pas réussi à payer parce que j'ai sympathisé avec le directeur. Bon, il a bien aimé. Moi, je perds pas une occasion. Alors, c'est pas que je suis toujours à montrer mes carnets parce que regardez, c'est super et tout. Mais voilà, ça fait. Et c'est le langage universel. Et puis le rapport avec les femmes aussi. En Iran, on imagine. Moi, c'est le pays où j'ai eu le plus de contact avec les femmes, l'Iran. Je suis allé prendre mon billet de train, par exemple. C'était une jeune femme qui parlait anglais. Donc on a discuté un peu. Elle me dit, ah bon, mais vous voyagez tout seul en Iran comme ça. Et alors, vous voyez comment mon pays. Il souffre en fait beaucoup de cette image négative. Voilà. Donc c'était trop parce que je lui ai à peine un peu montré, j'ai dit voilà ce que je faisais, les dessins, les textes, alors elle s'est amusée à lire. Quand les gens ils lisent des témoignages comme ça, du coup ils apprennent des choses sur moi. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Et donc très vite, elle me dit oh mais si vous voulez je termine le travail dans 1 heure, on peut se retrouver à tel endroit et je vous fais visiter ma ville pendant quelques heures, ça me ferait plaisir. Une femme, alors que normalement c'est interdit. Elle savait très bien qu'on risquait de se faire embarquer et amener au poste, quoi. Parce qu'en Iran, on n'est pas supposé se balader dans la rue avec quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Oui. Voilà. Donc, et malgré ça, elles prennent le risque de le faire, quoi. Et voilà. Et donc, pour tout ce que j'ai vécu en Iran, je me sens vraiment... j'ai vraiment à cœur de partager mon voyage et de casser les clichés. Mais ça regarde l'intérieur du coup, parce que ici en France par exemple, ne serait-ce que le nom Iran, oui. on l'associe tout de suite à une espèce de dictature, une espèce de... Tout à fait. Et alors Éthiopie c'est pareil. Ils savent très bien les Éthiopiens que quand on dit Éthiopie, on imagine le désert, la famine. C'est ça, oui. Peu de gens savent qu'ils étaient chrétiens avant nous, contrairement à tout le reste de l'Afrique qui a été christianisé quasiment de force, comme en Amérique du Sud. Eux, ils étaient tout simplement chrétiens avant nous. Comme ça, c'est intéressant de le savoir. Et ils ont ces églises donc, qui sont sculptées dans la roche. C'est absolument incroyable. Et cet alphabet-là, qui est dérivé, enfin qui a des liens avec les langues sud-arabiques, puisque c'était lié avec le Yémen, le royaume de Saba. Donc tout ça, c'est intéressant à voir. Alors tous mes voyages sont dans des pays comme ça. Qui paraissent difficiles. Vous voyez, je suis pas allé à Sydney, New York. Moi, ça m'intéresse vraiment d'aller dans des pays où il y a un patrimoine, un héritage culturel, une langue, de moins en moins des pays visités parce que je suis allé en Ouzbékistan le dernier voyage et heureusement au Tadjikistan aussi. L'Ouzbékistan, c'est trop touristique. Alors ça paraît bizarre quand je dis ça, et pourtant c'est vrai, il y a trop de Français, on est attendu, c'est un petit peu Marrakech quoi déjà. Et même si les Ouzbeks sont très sympas traditionnellement, j'ai retrouvé vraiment, en plus c'est une dictature. Donc ça sera l'inverse de l'Iran,
où on connaît que le négatif et j'ai vraiment à cœur de parler du positif. Ouais. Si jamais je publie l'Ouzbékistan, ça va être l'inverse. J'en ai marre qu'on résume l'Ouzbékistan aux belles choses, à Samarcande. C'est beau, c'est sûr, Samarcande, c'est magnifique, Oui. mais on ne parle jamais de la dictature. Et moi, en tant que voyageur seul, j'ai vu que c'était interdit de rencontrer quelqu'un comme ça dans la rue et de loger chez lui. C'est pas possible. On m'a confisqué mon passeport, la police, un checkpoint. Et vous aimez sans l'aventure? aucune raison. J'aime l'aventure, ouais. Mais mesuré. Bon, là, c'est sûr qu'au Yémen, c'était l'aventure. Mais j'aime, oui. Ouais. J'aime. Là, en Éthiopie, Harar, c'est encore une ville hors du temps, quoi. J'aime avoir cette impression de voyager dans le temps, quoi. Vous voyez, je ne sais pas si vous verrez à 18h15, mais vous verrez les photos de ça. Ouais. Ça, c'est Sanaa, la capitale du Yémen. Et quand on est dans un décor pareil, même le dessin est très joli. Hallucinant. La peinture, je devrais dire, c'est de l'encre. Oui, c'est du feutre. Du feutre. Et puis le blanc, là, un peu d'aquarelle et le blanc, c'est du Posca. Ah oui, d'accord, le fameux Posca. Le fameux Posca, voilà, sur un papier brun. Les livres, en fait, comme on les fait nous-mêmes, ouais. Je suis très peu en librairie. Oui. Donc moi, je privilégie la vente sur Internet. Oui. Et les gens commandent les livres et je prends le temps de faire la dédicace, ce qui est assez rare aussi. Ouais. Et donc ça permet d'avoir comme ça... Pour un regard complètement différent, vu de l'intérieur dans des pays qui paraissent dangereux presque. Oui, au Yémen maintenant on ne peut pas y aller. Voyage, de ce que vous en avez ressenti vous. C'est ça, il y a un côté vraiment personnel. Parce que tout le monde ne voit pas pareil, donc voilà. c'est pas pareil suivant ce que vous faites aussi. Oui. Ouais, c'est exactement ce qu'a résumé Libération ici, où ils disent qu'on n'est pas dans un de ces beaux livres sur papier glacé à la maquette et au calibrage professionnel, mais bien dans le carnet de route encore plein de sable d'un amoureux du voyage, un ami qui vous aurait prêté pour un temps ses précieuses notes uniques et personnelles. C'est tout à fait ça. C'est très bien écrit. Sans être intime, c'est son métier, mais c'est vrai que c'est très bel article. Et c'est personnel mais sans être intime. Oui. Ah, c'est très intéressant. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. De rien, Philippe Bichon. Donc je suis avec Isabelle Autissier, donc bonjour. Bonjour. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de... Je crois que c'est le dernier voyage Alors, que vous avez fait. le dernier, donc, c'est Passer par le Nord, que j'ai coécrit avec Eric Orsena, qui est la suite de plusieurs voyages que nous avons faits du côté américain, Alaska, et du côté russe, pour parler de cette réalité du Grand Nord d'aujourd'hui, de ce qui s'y passe, un peu de l'histoire aussi, mais beaucoup de la réalité des choses d'aujourd'hui. D'accord. Et après, il y a aussi... Après, là, je présente un peu tout ce que j'ai écrit. Donc, il y a des choses qui sont plus des romans, comme ça, L'amant de Patagonie, ou comme Seule la mer s'en souviendra. Et il y a des choses qui sont plus des essais, comme ces chroniques au long cours, qui sont des petits textes à propos de la mer, des navigations, des rencontres, ou des coups de gueule. Donc, c'est très différent. Donc, voilà, c'est des choses diverses et variées. Oui, du coup, dans les réalités dans le Grand Nord, lesquelles, par exemple, sont importantes de communiquer, de faire Il y en a une qui est très importante, c'est que le Grand Nord se réchauffe 2,5 fois plus vite que le reste de la planète. Oui. Donc les bouleversements qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans le Grand Nord sont totalement inimaginables. C'est-à-dire que tout est en train d'être complètement bouleversé et évidemment, ça va avoir des répercussions sur nous. Sur nos vies en termes de climat, en termes de pêche, en termes de pétrole, en termes de pollution, en termes d'accélération ou pas du réchauffement. Donc c'est un endroit important du monde, le Grand Nord. Oui, c'est un peu le baromètre en quelque sorte. De notre avenir finalement. Ouais. Et c'était où exactement quand vous êtes allé alors donc côté russe, surtout côté Mourmansk, c'est-à-dire côté ouest, et puis côté canadien, c'est-à-dire Alaska et côte d'Alaska. D'accord. Là, du coup, dans le livre, vous parlez plus voyage. On parle de tout. C'est pas tellement présenté comme un récit de voyage, c'est plus présenté comme un essai, c'est-à-dire décrire une réalité, à la fois l'histoire, mais aussi l'exploitation pétrolière, la pêche, le climat, les animaux, les problèmes géopolitiques, un peu tout quoi. D'accord. Est-ce qu'avec Eric Orsena, est-ce que vous partagez les mêmes préoccupations ? Oui, tout à fait. Bon, après, dans ce livre, on a évidemment chacun nos entrées, parce que moi, je suis plus sur la géographie,
l'environnement, la vie animale, etc. Eric est un spécialiste des matières premières et de la géopolitique, donc ça tombait bien parce qu'en rassemblant nos deux compétences, on peut parler de la totalité. Ouais, c'est un livre, c'est un cri d'alarme peut-être. Les gens le comprennent comme ça parce que la réalité est ce qu'elle est et elle est complètement hallucinante et complètement dramatique dans le sens où les évolutions risquent de ne pas être favorables pour l'espèce humaine, quoi. Donc voilà, donc après c'est à nous de prendre ces réalités, d'en faire quelque chose. D'accord. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. Merci. Donc bonjour, je suis avec Axel Kahn. Voilà. Bonjour à tous les auditeurs de votre radio que je ne connais pas. Radio Pont 97 FM. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre livre qu'on voit ici? Est-ce que c'est votre dernier livre? Oui, le dernier livre, à vrai dire, est sorti de presse. Il sera en librairie le 8 avril, mais il n'est pas encore disponible. Ce livre est en décalage avec ce que j'ai fait auparavant, qui sont surtout des livres de réflexion éthique, philosophique, de vulgarisation scientifique ou d'économie, puisqu'il s'agit d'un livre de marcheurs, de cheminots. J'ai traversé 2 fois la France, depuis les Ardennes au Pays Basque en 2013 et depuis la Pointe du Raz à Menton en 2014, au total 4000 km. Et outre la quête de la beauté des paysages, des patrimoines, des rencontres, j'ai trouvé fondamental, quand je suis parti en 2013, compte tenu de l'état de la France dans lequel je me suis enfoncé, d'étudier un peu la France telle qu'elle est. La France un peu sinistrée, ou alors allant mieux, pourquoi elle est plus sinistrée, pourquoi elle va mieux. Donc ces 2 livres, celui-ci, qui traite de cette diagonale française depuis le nord-est jusqu'au sud-ouest, et le livre Pensées en chemin, le livre plutôt Entre deux mers, Voyage au bout de soi, qui paraît le mois prochain, sont à la fois le compte-rendu de ces itinéraires, de mes joies face à une beauté incroyable, mais aussi une analyse de la situation économique, psychologique et politique du pays. Donc celui-ci, donc ici c'est le festival littéraire de Ténac, le thème est le voyage. Ici on a le voyage donc en France et le prochain donc c'est le voyage à l'intérieur de soi. Donc il y a quand même la notion du voyage dans... Il y a de toute façon cela. Le deuxième livre est aussi un voyage en France, puisqu'il va de la Pointe du Raz à Menton, qui fait plus de 2000 km. Mais parce que l'itinéraire a été beaucoup plus difficile, parce qu'il y a eu une incertitude jusqu'au bout, pratiquement, quant à ma capacité à arriver au terme de l'épreuve que je m'étais imposée, il y a eu aussi plus que dans Pensées en chemin, un voyage intérieur, un voyage au bout de soi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur ce voyage intérieur, qui fait allusion également au défi sportif qui était pour moi le deuxième itinéraire, que n'était pas le premier. Le deuxième itinéraire a en particulier comporté 44 000 mètres de dénivelé, de montée cumulée, ce qui est assez considérable en réalité, pour en montrer la difficulté. En plus, il s'est déroulé hors de tout chemin balisé, ce qui est évidemment beaucoup plus difficile. Et cette incertitude, cette énergie qu'il faut déployer pour vaincre les difficultés et arriver au terme de l'objectif qu'on s'est fixé, est aussi propice à ce retour sur soi. Pour quelle raison vais-je mobiliser cette énergie? Quelle est la signification? Quand je me retourne sur mon itinéraire, pourquoi l'ai-je fait et en quelles circonstances? Quelles étaient mes motivations? Voilà pourquoi ce voyage entre deux mers en France est aussi l'occasion d'un voyage intérieur. Le voyage pour écrire, pour vous y attachez une importance au voyage et donc... J'attache de l'importance au partage. C'est-à-dire que quand j'ai cette expérience incroyable, quand on y réfléchit, de faire ces 4000 km dans ce pays et pratiquement chaque soir rencontrer des dizaines de personnes qui veulent me connaître, qui veulent discuter avec moi, qui me parlent de leurs soucis, de leurs espoirs, ça me donne une vision du pays comme peu d'hommes ou de femmes politiques ont, en fait. Et même peu de sociologues qui font rarement cela. Rencontrer les gens au rythme de la marche. Et puis, quand j'éprouve des joies ineffables,
confronté à la beauté, quand j'ai des bouffées de plaisir, de bonheur, de sensation de bonheur, alors je crois qu'il est obligatoire que je sois capable également de partager tout cela. Partager les résultats de l'enquête, partager les hypothèses, partager les émotions esthétiques. Et c'est la raison pour laquelle écrire un livre me semble naturel. D'ailleurs, je n'ai pas fait que cela, c'est que j'ai également permis à tous ceux qui le voulaient de me suivre chemin faisant par les réseaux sociaux. C'est une des particularités de ces voyages. Plusieurs dizaines de milliers de Français, tous les soirs, se connectaient par l'intermédiaire de leur tablette, de leur iPhone, de leur ordinateur, pour avoir connaissance des photos que j'avais faites, pour prendre connaissance des billets que j'avais écrits. Donc, vous voyez, la nécessité du partage a été présente, évidente, comme l'un des éléments, l'un des objectifs de cette double traversée. D'accord, très bien. C'est aussi un périple alors du coup quand vous partez comme ça, vous imposez un effort. Quand vous faites, vous savez, quand vous faites 2000 km en 72 étapes, c'est un effort, oui. Quand vous faites 44 000 mètres d'ascension en 72 jours, oui, évidemment que c'est un effort. Et l'effort que l'on consent pour surmonter le défi fait partie de la mise en état, en réalité, du personnage qui est en quête de beauté, qui est en quête du paysage, qui est en quête de l'état réel du pays. C'est important, ça donne sens en quelque sorte à cette quête-là. Alors, est-ce que je pourrais faire les mêmes observations en allant dans les villages, de village en village, en voiture ou autre moyen de transport? C'est pas sûr quand même. Et je crois que la dimension de l'effort, d'abord, elle modifie la réception de la part des habitants qui sont étonnés et interpellés et intéressés et peut-être plus disponibles à l'échange qu'il le serait pour un sociologue, un enquêteur ou un politique habituel. Donc oui, c'est un élément qui fait partie du projet global. Bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc c'était Axel Kahn au Festival littéraire de Ténac. Merci beaucoup. Eh bien, nous sommes toujours au Festival littéraire de Ténac avec pour thème le voyage et nous sommes avec Monsieur Gautreau. Et donc vous êtes là pour parler de l'Hermione. Oui. Donc là pour le voyage, pour le coup on est en plein dedans. En plein dedans. Donc de Lafayette à aujourd'hui. Aucun problème. Donc où ça en est alors Écoutez, ça en est, nous sommes le 14 mars je crois, on est à 5 semaines du grand départ, le 18 avril. Oui. Et vous avez l'équipage alors, vous avez rassemblé un équipage pour ça? Tout va bien entendu et heureusement à un mois du départ l'équipage est oui, tout à fait rassemblé. Oui. Donc vous allez rejoindre les États-Unis? Donc l'Hermione part le 18 avril de Rochefort et elle sera le 4 juin à Yorktown aux États-Unis en Virginie. D'accord. Et alors, parmi l'équipage, c'est composé de alors l'équipage les matelots. Oui, l'équipage est pratiquement uniquement un équipage de marins. Oui. C'est-à-dire qu'à bord, il y aura 17 professionnels, donc des professionnels, qui eux font tout le voyage. Et à côté de ces 17 professionnels, 54 matelots, on appelle des volontaires, parce que ce sont des gens qui font ça volontairement et pratiquement bénévolement. Et eux, par contre, on en a recruté 160, même s'il n'y en a que 54 à bord, parce qu'il y aura des roulements dans cet équipage de volontaires. Oui. L'Hermione ne part pas seule? Ne part pas? Seule Si, l'Hermione part seule. D'accord. Comme dirait le capitaine de l'Hermione, je n'ai besoin de personne. Et Et personne ne peut la remorquer. Est-ce que l'Hermione, quand Lafayette est parti à bord de l'Hermione, le bateau était seul? Elle était également seule pour une bonne raison, c'est que l'Hermione d'origine donc accompagnait Lafayette aux États-Unis et pour une mission qui était une mission secrète, qui consistait à aller avertir Washington via Lafayette que la France allait s'engager officiellement dans la guerre d'indépendance américaine. Et l'ordre de mission du commandant Latouche-Tréville était de rallier le plus vite possible les États-Unis, surtout sans essayer d'engager aucun combat contre aucun adversaire. Et le retour de Lafayette aussi, du coup, en français, ça fait à bord de l'Hermione? Non. Lafayette n'est absolument pas revenu à bord de l'Hermione. Quand l'Hermione est arrivée à Boston, aux États-Unis,
Lafayette est parti rejoindre Washington, mais par voie terrestre. L'Hermione, elle, a continué jusqu'en 1782 à participer à la guerre d'indépendance. Et Lafayette, lui, évidemment, il était après général de division de l'armée américaine sur Terre. Et là, j'ai un petit doute sur la date, je crois qu'il est revenu vers 1784, mais sur un autre navire que l'Hermione. Voilà. Et l'Hermione, c'est un vaisseau de combat aussi. Alors l'Hermione était un vrai bateau de guerre, mais j'allais dire que c'était un bateau de guerre, comme beaucoup d'autres bateaux de guerre. C'était ce qu'on appelle une frégate de 12, parce qu'à bord il y avait des canons qui tiraient des boulets de 12 livres, mais des frégates comme ça, on en a construit une bonne centaine à cette époque-là. Et l'Hermione est devenue célèbre simplement parce qu'elle a emmené Lafayette. Autrement, C'est un bateau. ça serait un bateau tout à fait comme les autres. Et alors ça a été restauré à l'identique, quasi. Alors on peut dire que ça a été restauré à l'identique, c'est la bonne expression. Simplement, dès le début du projet de la nouvelle Hermione, l'idée était que l'Hermione ne reste pas un navire musée à quai à Rochefort, mais que ce soit un navire capable de traverser l'Atlantique. Et puis après de faire sans doute d'autres croisières. Or, de nos jours, même si vous êtes une réplique du 18e, pour traverser l'Atlantique, il y a des obligations, il y a des règles, et ce qui fait qu'on a fait ce qu'on appelle des compromis. C'est-à-dire que plus vous descendez vers le fond de l'Hermione, et plus vous vous trouvez dans un bateau du XXe siècle, avec des moteurs. Moderne, oui. Voilà. Mais l'Hermione traversera à la voile, comme au XVIIIe. Simplement, ces moteurs lui servent, facilitent les départs des ports, les entrées dans les ports, et en cas de très gros pépins, évidemment, ça peut servir. Il y a les moyens modernes pour suivre la croisière, Absolument. la traversée du moins. Ah oui, il y a tous les moyens. Alors, croisière en ce cas. On peut employer le mot croisière, c'est un terme maritime. À bord, il y a bien entendu tous les équipements modernes, radar, météo, tout ce que vous pouvez imaginer. Et en plus de l'équipage de matelots dont je parlais tout à l'heure, il y aura quand même à bord, on est au XXIe siècle, quelques personnes pour envoyer beaucoup d'images tous les jours par satellite. On va pouvoir suivre pratiquement au quotidien. Sur le site de l'Hermione, c'était déjà le cas pendant les essais avant Noël, il y a le blog de l'Hermione, et là vous avez des gens qui pratiquement tous les jours posteront des récits du voyage. Et on peut le suivre également sur un site maritime qui s'appelle traffic.com, qui est un site anglais ou américain, je ne sais plus, où vous cliquez Hermione et vous aurez la position du bateau. Oui, très bien. Voilà. Bien, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir. Toujours sur le festival littéraire de Ténac, et nous rencontrons de ravissante jeune fille. Allons-y, n'ayons pas peur des mots. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, je m'appelle Bastienne Géré, j'ai 20 ans et j'ai sorti mon premier livre en juin 2013. D'accord. Donc ici, le thème c'est le voyage. Et est-ce que vous traitez du voyage ? Oui, j'ai quasiment toutes les nouvelles qui parlent de voyage et dans différents endroits. Ouais, ah, d'accord. Et, donc c'est un recueil de nouvelles. Oui, c'est un recueil de nouvelles. C'est différents endroits, est-ce que ça voyage très loin ? Oui, j'en ai une qui se passe à Paris, en Italie et en Russie. Donc voilà, c'est assez éloigné. Comment tu définirais donc, le style ou alors, est-ce que dans quel rayon de librairie on le rangerait Justement, je voulais que ce soit assez difficile à classer parce que j'ai une nouvelle assez poétique, très courte, très poétique, mais après j'en ai une plus longue et policière. Donc voilà, c'est pour essayer de varier un peu le style. Comment tu es arrivé toi ici au Festival de Ténac ? On m'a contacté, la présidente m'a contacté parce qu'elle avait entendu parler de moi et du coup voilà, je lui ai envoyé mon dossier. Et tu es de la région ? Oui, moi je suis de Saintes. Tu es de Saintes ? Oui. Nous on est à Tours. Oui, voilà, c'est pas très loin. Et c'est pas ton premier salon ? C'est mon premier salon, c'est pas ma première dédicace, mais c'est mon premier salon comme ça sur 2 jours. Il t'est arrivé de participer à des concours, des choses, des concours littéraires ? Oui, des concours de nouvelles. Oui. Et alors ? En
J'en avais gagné. Ah, t'en as gagné plusieurs. J'en ai gagné une et l'année d'après j'étais jurée du coup. Ah oui, d'accord. T'es passé de l'autre côté de la... Voilà. Et c'était intéressant parce que du coup c'est rigolo d'avoir gagné puis après de devoir juger les gens. Oui, ça ne doit pas être évident. Non, c'est pas facile. Et puis c'est beaucoup de travail. Enfin, il y avait une centaine de textes à lire. Bah oui. Et c'était intéressant du coup de voir l'aspect. Donc là, c'est des nouvelles, mais est-ce que tu as pour projet d'écrire peut-être un roman? Oui, bah là, il va sortir dans quelques mois. Ah d'accord, Voilà. c'est en cours. Ouais. Et tu es édité en plus, hein? Oui, c'est une maison d'édition. C'est Anna Édition? Oui, c'est à Niort. Ah d'accord. Elle est basée à Niort. Et oui, là, du coup, je viens juste d'envoyer mon manuscrit. Et c'est retenu? Oui. Parce que comme c'est une petite maison d'édition, on est membre. Quand on sort le premier livre, on devient membre. Et après, c'est beaucoup plus facile de publier. Donc voilà, dans quelques mois, normalement. Et comment s'appellera ce roman alors? Bah, c'est pas encore sûr, alors du coup... Donc on va pas l'annoncer alors. Voilà, je préfère... Bon, on peut rappeler que Bastienne Géré? Oui, c'est géré. Bastienne Géré de Saintes. Oui. Voilà. On attend alors. Voilà. On le trouvera à Saintes, peut-être que tes Oui, livres sont composés. oui. Sinon sur internet, sur la Fnac, Amazon, tout ça. Ah d'accord. Ils sont tous. Et est-ce que ça te plaît le festival de Oui, Ténac? franchement c'est intéressant. Bah, c'est le premier donc c'est nouveau, mais ouais, c'est vraiment sympa. C'est assez riche, hein. Il y a des Oui, voilà, sortes d'artistes. Voilà, c'est complet. Je pensais qu'il y aurait beaucoup d'auteurs et en fait il y a beaucoup de dessinateurs, d'illustrateurs. Oui, des voyageurs. Oui, voilà. Donc en fait je trouve ça vachement enrichissant. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci. C'était Bastienne Géré de Saintes. Merci à toi. Bonjour, je suis Michel Flack, mon dernier livre, mais sinon je suis Michel Tagnefoko Oui. et je suis journaliste Ah d'accord. pour plusieurs médias français et africains. Oui. Voilà, et là je suis au salon du livre de Ténac pour mon dernier livre qui s'appelle Crépuscule, qui sont en avant-première au salon du livre de Paris du 20 au 23 décembre. D'accord. Et alors donc est-ce que ça parle de voyage puisque c'est le thème du festival? Oui, ça parle de voyage, ça parle d'un jeune qui est photographe, qui est tombé, qui aime beaucoup un très grand auteur, mais qui est une femme, qui s'appelle Christine Angot. Et ça va un peu dans le style Angot, c'est un peu comme l'autoportrait, etc. Bon, c'est un livre assez mystérieux, ça s'appelle Crépuscule. Et ça nous amène En France, justement. Mais en France, mais aussi dans différents pays, par Christine Angot. D'accord. Très bien. Très bien, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Alors nous sommes toujours sur le festival littéraire de Ténac et nous sommes avec deux jeunes filles, deux ravissantes jeunes filles. N'ayons pas peur des mots. Est-ce que je vous laisse vous présenter chacune votre tour? Alors moi je m'appelle Télia Caruso et ça c'est ma sœur. Livia Caruso. Ah donc vous travaillez en famille. Ouais, C'est voilà. ça, oui. C'est entreprise familiale. Alors vous présentez un livre. 3 en fait. D'accord. 3 livres. Et donc il y en a 2 que j'ai écrits et dont ma sœur a fait la couverture. Et Un autre donc fait par un autre auteur et dont j'ai illustré aussi. Donc toi tu es l'illustratrice. Ouais. Et moi je suis l'écrivain, voilà. c'est ça. Alors est-ce que le voyage, ça parle de voyage? Oui, donc Ouvrage. c'est plus dans le voyage imaginaire. Oui. Mais oui, donc par exemple le premier ça se passe sur une autre planète, le deuxième dans une forêt. Donc oui, c'est toujours autour du thème du voyage. Voilà, le thème du voyage pour les enfants. Voilà. C'est ça. Ah d'accord, donc c'est de la... Ouais, ça s'adresse à un public plutôt jeune. Oui. Bah, ceux de Télia, ils sont pour un peu plus vieux, les adolescents, et moi c'est vraiment pour les enfants, les petits. Ça nous emmène où alors? Oui, comme je vous l'ai dit, dans des mondes parallèles. C'est de la science-fiction. De l'héroïque fantasy plutôt. D'accord. Donc là, il y a de l'illustration, c'est Altaïr, les 4 sœurs. C'est ça. C'est illustré que sur la couverture. C'est que la couverture ici. Et là c'est l'intérieur. Donc ça s'appelle À la recherche du Noël perdu. C'est ça. Donc toi, tu t'es chargé d'illustrer. Ouais, j'ai fait les dessins et après la mise en page, c'est l'auteur qui s'en est chargé. D'accord. Et la couleur, c'est toi aussi qui colore tes dessins Oui, la couleur. Je fais ça au crayon aquarellable pour cela. Ah oui, d'accord.
Et c'est la première fois que vous êtes sur un salon du livre? Oh non, On en fait depuis... moi ça fait depuis 3 ans que j'en Ouais, fais. et moi, quand je peux, je l'accompagne. Est-ce que vous êtes fait repérer depuis? Vous avez peut-être vous avez participé à des concours peut-être? Ah oui, j'ai déjà participé à quelques concours. Bon, je les ai pas tous gagnés. C'est ça. Non, pas tous, j'en ai gagné un. C'était un concours de nouvelles. Ouais. Mais sinon, bah, Puis moi, c'est les concours de dessin et de peinture. J'en ai gagné quelques-uns, mais je peux pas trop participer parce que j'ai pas trop le temps en ce moment. Donc, D'accord, oui. voilà. C'est que vous êtes étudiante peut-être? Oui, moi je fais un BTS de design graphique. moi je suis encore en seconde. Seconde L? Non, S. Je vais en première S. Voilà. Eh bien, très bien, et ça vous plaît cette ambiance ici au salon à Ténac? Ah oui. Ouais. On a de la place pour une fois. Je suis déjà venue il y a 2 ans et ça n'a pas changé, c'est toujours aussi bien. Ouais. Et puis bon, le thème, le voyage, ça vous inspire? Oui, c'est un thème très large, donc du coup on peut y retrouver plein de gens différents. Il y a tout le monde qui s'y retrouve, donc comme ça. Voilà. Il y a du beau monde ici aujourd'hui. Ah oui. Ouais. Il y a Axel Kahn, il y a, j'ai oublié le prénom, Isabelle Autissier, Oui, voilà. pas mal de dessinateurs aussi. Oui, hein, il y a j'en des ai pointures. rencontré un tout à l'heure. Oui. Ah, parce qu'il y a des dédicaces aussi sur le salon et c'est Ouais. toujours intéressant de voir comment. Comment les gens ils dessinent. Voilà. C'est ouais. ça. D'ailleurs, tu es toi aussi. Oui. Tu dessines. Ouais, là je fais mes dessins un peu perso pour. Ça attire les gens bizarrement. Ouais, bah, Quand je dessine, ils regardent, ils sont curieux et puis. c'est ça, c'est la performance. Voilà. C'est une technique commerciale. Et en plus c'est en direct en plus, donc Voilà. Ah, puis les gens aiment aussi, les auteurs, ils aiment les dédicaces aussi. oui, bah oui, on est là pour ça. C'est ça. Et ça va, vous avez du monde, votre stand attire un peu? Bah pour l'instant non. On n'a rien vendu pour l'instant, mais il y a déjà des gens qui sont venus et Oui, qui ils viennent, nous ils ont, feuillettent. Voilà, qui sont quand même venus voir. Après il y a quand même des enfants assez petits qui viennent, donc c'est peut-être pas non plus le public adapté pour ces livres. Non, pour moi, non, mais pour les tiens, oui. Ah oui, bah bon, moi c'est un conte de Noël, donc là vu qu'on approche de l'été, ça le fait pas trop. Leur saison là, oui. Ah, mais c'est bien faut penser à Noël 2015. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, t'es pas en retard. On anticipe pour les cadeaux. Bon bah très bien, merci beaucoup. De Bah, rien. merci à vous.